Au fond d'une vieille scierie abandonnée, dans la vallée de l'Ain, un mur porte encore une inscription gravée à la main, à jamais liée par le bois et par le sang. Les lettres sont grossières, mais la rouille et la poussière n'ont pas effacé leur force. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende de village. C'est une histoire documentée, contrats de mariage, registres paroissiaux, procès-verbaux de gendarmerie. Une histoire où l'amour, la cupidité et la lame d'acier d'une scie se sont mariés pour engendrer une tragédie. À la fin du VIe siècle, dans la vallée encaissée de l'Ain, les scieries résonnaient comme des cathédrales de fer et de bois. Les roues à aube tournaient jour et nuit, entraînant d'immenses lames verticales qui transformaient les troncs de sapin en planches lisses. L'odeur de résine se mêlait à celle du fer chauffé. La rivière, glaciale, portait les grumes depuis les hauteurs des forêts jurassiennes. Le village de Châtillon-sur-Suran vivait au rythme de ces scieries. Chaque famille dépendait du bois. Les hommes y travaillaient, les femmes s'occupaient des registres, et les enfants rêvaient d'hériter de leur part. Mais avec le temps, les rivalités grandissaient. Les terres se vendaient, les mariages scellaient des alliances commerciales, et chaque contrat de noces ressemblait davantage à une transaction qu'à une promesse d'amour. C'est dans ce contexte qu'apparut le nom de la famille Dubois, propriétaire de l'une des plus vastes scieries de la vallée. Le patriarche, Henri Dubois, était un homme sec, au visage taillé comme la pierre des montagnes. Ses mains gardaient les cicatrices des lames et ses yeux ne connaissaient ni tendresse ni faiblesse. Pour lui, tout devait être compté, le bois en mètres cubes, la sueur en heures de travail, et les mariages en écus sonnants. Sa fille unique, Élise Dubois, avait 19 ans. On disait qu'elle possédait une beauté simple, des cheveux bruns attachés en tresses, des yeux gris où perçait une inquiétude sourde. Mais Élise n'était pas seulement la fille du sieur. Elle savait lire les comptes, négocier les contrats de livraison, et corriger les ouvriers lorsqu'ils tentaient de frauder sur le volume des troncs. À l'époque, l'éducation des jeunes filles de la campagne s'arrêtait souvent au catéchisme. Mais Henri Dubois, obsédé par l'avenir de sa scierie, avait formé Élise comme un héritier. Pourtant, dans l'ombre, il préparait déjà un mariage. Non pas pour l'amour de sa fille, mais pour sceller une alliance, celle avec la famille Morel, possesseur de forêts immenses, mais dépourvu d'ateliers modernes. Le fiancé choisi était Louis Morel, 26 ans, fils aîné. Un homme grand, large d'épaules, mais avec un regard fuyant. Dans le village, certains disaient qu'il ne parlait pas au bois, une expression locale signifiant qu'il ne comprenait rien au métier. D'autres racontaient qu'il buvait trop, qu'il passait ses soirées à l'auberge plutôt qu'au chantier. Mais aux yeux d'Henri Dubois, cela importait peu. Louis apportait avec lui la promesse d'un patrimoine forestier colossal. C'est ainsi que, le 14 février 1889, fut signé le contrat de mariage. Dans un registre conservé aujourd'hui aux archives départementales, on peut lire les clauses écrites à l'encre noire. La demoiselle Élise Dubois apportera en dot la scierie sise au bord du Suran, avec tous ses engins, roues et scies. Le sieur Louis Morel apportera en bien les forêts de Saint-Étienne-du-Bois, comprenant 124 hectares de sapins et de hêtres. Les deux familles s'engagent à unir leurs intérêts, à perpétuité, par le mariage de leurs enfants. Ce texte, sec et sans tendresse, ressemble moins à une promesse qu'à un verdict. Élise avait à peine signé qu'elle savait déjà, sa vie lui échappait. Le mariage fut célébré 3 semaines plus tard. La noce, décrite dans le journal de l'Ain, attira toute la vallée. On tua 3 bœufs, on vida des tonneaux de vin du budget, et les chants résonnèrent jusqu'à minuit. Mais derrière les rires, certains observateurs virent le visage fermé d'Élise, serrant son bouquet comme une corde. Une vieille tante, interrogée des années plus tard par la gendarmerie, dira « Ce jour-là, la mariée n'avait pas les yeux d'une femme amoureuse. Elle avait les yeux d'une condamnée. » Dans la chambre nuptiale, au-dessus du lit sculpté de motifs forestiers, pendait une scie ancienne, offerte comme symbole du métier. Une lame brillante, presque rituelle. On l'appelait la scie des ancêtres. Personne ne savait alors qu'elle deviendrait l'instrument de leur destin.
Les premiers mois après le mariage furent marqués par une étrange atmosphère. Officiellement, tout semblait parfait. Les Dubois avaient gagné des forêts. Les Morel avaient enfin accès à une Syrie moderne. Les ouvriers parlaient d'une « dynastie Dubois » qui allait dominer toute la vallée. Mais dans la maison du Suran, derrière les volets fermés, l'air était lourd. Louis Morel, désormais maître associé de la Syrie, se montrait incapable d'assumer son rôle. Il arrivait ivre aux réunions, signait des bons de livraison sans les lire, et surtout, il dépensait l'argent commun à l'auberge de Châtillon. Son nom apparaissait déjà dans les registres du tavernier. Livre de compte, auberge du Cheval Blanc, 12 mai 1889. Louis Morel, 6 bouteilles de vin rouge, une bouteille d'eau-de-vie, payé à crédit 12 francs. 12 francs en une seule soirée, une somme énorme pour l'époque, plus que le salaire hebdomadaire d'un ouvrier. Élise, elle, continuait de tenir les comptes, de vérifier les livraisons de grumes et de surveiller les ouvriers. Elle faisait tout pour sauver les apparences. Mais ses lettres à une amie d'enfance, retrouvées dans un coffre de famille, révèlent la vérité. Lettre d'Élise à Madeleine, 3 juin 1889. Ma chère, j'ai épousé un homme qui ne voit dans le bois qu'un prétexte à boire. Père m'a trahi. Mon mari rentre chaque soir avec l'odeur de vin et de tabac froid. Je dors à côté d'un étranger, et je sais qu'il finira par causer notre ruine. Ce n'était pas seulement l'alcool. Louis avait des colères violentes. Quand une livraison de planches fut refusée par un négociant de Lyon pour mauvaise qualité, il jeta les registres au feu et accusa Élise de sabotage. Des ouvriers racontèrent qu'il hurlait dans la Syrie. « Ce n'est plus ma maison. Ce n'est qu'un tribunal tenu par une femme. » Pour un homme du XVIe siècle, être humilié par l'intelligence et l'autorité d'une épouse était insupportable. Et plus Élise montrait de compétence, plus la fureur de Louis grandissait. En juillet, un incident glaça le village. Louis, ivre, entra dans l'atelier alors que les grandes lames fonctionnaient. Il se mit à courir entre les grumes, riant comme un fou, obligeant les ouvriers à couper la roue à aube pour éviter qu'il ne soit déchiqueté. Le maître sieur, témoin de la scène, fit une déposition à la gendarmerie de Treffort. Rapport du brigadier Deschamps, 17 juillet 1889. Constatons que le sieur Louis Morel met en danger la sécurité des ouvriers par son état d'ivresse. La scierie a dû être arrêtée d'urgence, ce qui occasionna une perte estimée à 20 francs de production. Henri Dubois, furieux, voulut étouffer l'affaire. Il avait bâti son empire sur la discipline et la réputation. Mais les rumeurs circulaient vite dans une vallée si petite. Bientôt, tout le monde savait que le « mariage de l'année » se transformait en scandale. La tension atteignit son apogée un soir d'août. On préparait une livraison de poutres pour la construction d'un couvent à Bourg-en-Bresse. Élise avait soigneusement vérifié chaque pièce. Mais Louis, dans un accès de rage, ordonna aux ouvriers de scier plus vite, quitte à bâcler le travail. Quand Élise s'interposa, il leva la main sur elle devant tout l'atelier. Les témoins racontèrent plus tard que le silence fut total. Seule la lame de la scie continuait à chanter, avec ce bruit métallique et lancinant. Élise ne cria pas. Elle le regarda fixement et dit, d'une voix glaciale, « Tu ne tiendras pas longtemps dans cette maison. La scie finira par réclamer son dû. » Cette phrase resta dans toutes les mémoires. Certains y virent une menace, d'autres une prophétie. Mais pour Louis, c'était une humiliation de trop. Quelques jours plus tard, un ouvrier trouva, clouée sur la porte de l'atelier, une note écrite d'une main tremblée. Elle croit tenir la scie, mais c'est moi qui trancherai. Aucune signature. Mais tout le monde sut d'où cela venait. L'automne 1889 s'annonçait sombre. La vallée du Suran, d'ordinaire rythmée par le bruit de l'eau et des lames, semblait tendue comme une corde prête à rompre. Les vendanges avaient été maigres, les forêts détrempées par des pluies diluviennes. Dans la Syrie, on travaillait sans relâche pour rattraper les retards, mais l'air portait un goût de fer et de désastre. Le 14 septembre, survint l'accident qui allait marquer les mémoires. Ce matin-là, un brouillard épais noyait la Syrie. Louis Morel, ivre, avait ordonné que l'on scie des poutres supplémentaires malgré l'état des machines. Les ouvriers obéirent, contraints par la peur. Mais une grume mal fixée glissa sous la grande lame. Le fracas fut assourdissant, éclats de bois, cris d'hommes, et soudain le sang. Un jeune ouvrier, Jean-Baptiste Clément,
fut pris de plein fouet. Son bras gauche fut tranché net, projeté à plusieurs mètres. Les autres restèrent pétrifiés, incapables de bouger. Seule Élise eut la force d'agir. Elle arracha son tablier et le noua autour du moignon hurlant de l'ouvrier. On transporta le malheureux jusqu'à l'infirmerie de Treffort, mais il ne survécut pas à l'hémorragie. Le registre de décès de la commune en témoigne. Acte de décès, commune de Treffort, 14 septembre 1889. Clément Jean-Baptiste, âgé de 22 ans, ouvrier scieur, décédé à la suite d'un accident de machine dans l'atelier Dubois-Morel. L'émotion fut immense. Dans le village, on chuchotait que la scie avait pris sa première victime depuis le mariage. Comme si la prophétie d'Élise s'accomplissait déjà. Louis, lui, se lava les mains de l'affaire. Aux gendarmes venus enquêter, il déclara que l'ouvrier avait manqué d'attention et que lui n'était pour rien dans la tragédie. Pourtant, plusieurs témoignages contredisaient sa version. Le maître sieur jura sous serment. Monsieur Morel avait ordonné de pousser les machines au-delà du raisonnable. L'accident vient de là. Mais l'enquête fut étouffée. Henri Dubois paya des notables pour calmer les autorités. La scierie rouvrit quelques jours plus tard, comme si rien ne s'était passé. Sauf qu'Élise, elle, ne pardonna pas. Dans son carnet, retrouvé des années plus tard, elle écrivit « Carnet d'Élise, 20 septembre 1889. J'ai vu la scie boire le sang. Louis riait encore quand le bras gisait sur le sol. Il n'a pas d'âme. Si Dieu tarde à le juger, alors peut-être faudra-t-il que la scierie s'en charge. » À partir de là, la maison devint un théâtre d'ombre. Louis buvait plus que jamais, hurlant la nuit, brisant les vitres, menaçant sa femme de la livrer aux flammes de l'enfer. Élise, impassible, continuait de gérer les comptes, de parler aux clients, de sauver la scierie de la faillite. Mais derrière ses yeux calmes se préparait quelque chose d'obscur. Une nouvelle série d'événements troubla la vallée. Fin octobre, plusieurs grumes destinées à Lyon furent sabotées. Fendue de l'intérieur, elle éclatait sous la pression. Les pertes s'élevaient à plus de 200 francs. Les ouvriers chuchotaient que Louis l'avait fait par dépit, pour ruiner les affaires d'Élise. Lui-même, ivre-mort, fut entendu criant. Plutôt voir la scierie brûler que de la voir briller sous sa main. Mais d'autres disaient que ce sabotage n'était pas l'œuvre de Louis, trop désordonné pour préparer un tel piège. Alors qui? Élise elle-même? Un ouvrier révolté après la mort de Jean-Baptiste? Nul ne sut jamais. La peur s'installait. Chaque jour, les lames tournaient comme des gueules béantes, et chaque soir, les ouvriers rentraient chez eux en se signant, persuadés que la scierie voulait d'autres vies. Un détail glaça tout le monde. Le 1 novembre, jour de la Toussaint, les ouvriers trouvèrent sur la grande lame de la scie une inscription tracée avec du sang séché. Elle réclame. Personne n'avoua avoir écrit cela. Mais beaucoup affirmèrent que l'écriture ressemblait à celle de Louis, d'autres jurèrent qu'elle était fine et régulière comme celle d'Élise. Les gendarmes furent appelés, mais ils conclurent à une plaisanterie macabre. Pourtant, dans le village, l'expression resta « la scie réclame ». Chaque fois qu'un grincement résonnait dans l'atelier, on murmurait que la machine demandait son dû. C'est dans cette atmosphère que survint le deuxième drame. Un soir de novembre, on retrouva le corps du contremaître Pierre Arnaud, pendu dans le grenier de la scierie. Officiellement, il s'agissait d'un suicide. Il laissait une lettre disant qu'il ne supportait plus la responsabilité de la mort de Jean-Baptiste. Mais certains virent sur son cou une marque étrange, comme une entaille parallèle à la corde, une trace qui ressemblait à la morsure d'une scie. Le rapport officiel conclut à « pendaison volontaire ». Mais dans les cabarets, on parlait déjà de noces sanglantes. La scie, disait-on, n'en avait pas fini. L'hiver 1889 s'installa sur la vallée comme une chape de plomb. La neige, tombée trop tôt, recouvrait les collines et étouffait les sons. Pourtant, chaque matin, le vacarme de la scierie déchirait le silence, un grincement métallique qui résonnait dans les entrailles du village. Les habitants en vinrent à dire que c'était le chant du démon, et qu'il ne s'arrêterait que lorsque la machine aurait bu assez de vie. Louis, plus violent que jamais, se montrait rarement sobre. Il errait dans la scierie comme un spectre, une bouteille à la main, apostrophant ses ouvriers d'injures. Certains refusèrent de revenir travailler après la mort du contremaître Pierre Arnaud. Mais Louis les menaça d'envoyer la gendarmerie les accuser de sabotage.
Henri Dubois, de son côté, préférait fermer les yeux. L'argent devait continuer d'entrer, peu importe les morts. Élise, discrète, continuait d'écrire. Ses carnets, retrouvés des décennies plus tard, donnent un aperçu glaçant de son état d'esprit. Carnet d'Élise, 12 décembre 1889. La Syrie résonne comme une cathédrale de fer et de chair. Les hommes pensent que la scie réclame du sang, mais ce n'est pas elle. C'est nous qui l'avons rendue ainsi, en l'offrant à l'orgueil et à la brutalité. Louis rit quand un homme tombe. Peut-être rira-t-il encore quand ce sera son tour. Les rumeurs prenaient corps. On racontait que, la nuit, des flammes bleues apparaissaient au-dessus des piles de bois, qu'on entendait des coups sourds dans les troncs, comme si quelqu'un y frappait de l'intérieur. Les plus anciens affirmaient que les arbres abattus pleuraient, que leur cœur saignait encore. Mais les faits les plus troublants vinrent des registres de transport. Un jeune clerc, nommé Augustin Roche, chargé de comptabiliser les livraisons, remarqua des anomalies. Monsieur Dubois, il manque 2 grumes sur le dernier convoi. Elles étaient notées dans l'inventaire, mais pas à l'arrivée. Henri haussa les épaules. Erreur de ton écriture, garçon. Mais Augustin insista. Dans son propre carnet, retrouvé dans les archives de Lyon, il avait noté « Carnet d'Augustin Roche, 18 janvier 1890. 2 grumes manquent encore. On dirait qu'elles ont été remplacées par d'autres, plus anciennes, plus sombres. Les ouvriers chuchotent que ces bois ne viennent pas de la forêt, qu'ils ont été sciés dans la nuit, sans témoin. Je ne comprends pas. » Quelques semaines plus tard, Augustin disparut. Officiellement, il aurait quitté la région pour un poste à Mâcon. Mais aucun document ne le prouve. Dans le village, on affirmait qu'il avait vu ce qu'il ne fallait pas voir. Pendant ce temps, Louis se vantait dans les cabarets de Bourg-en-Bresse. « J'ai donné à cette vallée son pain et sa terreur. La scie, c'est moi. » Ses colères contre Élise s'aggravaient. Une nuit, des voisins rapportèrent avoir entendu des bruits de lutte, puis un cri étouffé. Au matin, Élise sortit au marché, immobile, le visage couvert d'un foulard. On remarqua un bleu sur sa joue. Mais lorsqu'on osa lui demander si Louis l'avait frappée, elle répondit seulement « Tout ce que fait Louis, c'est la Syrie qui le lui commande. » Ces paroles glacèrent l'assemblée. On commença à croire qu'Élise n'était plus seulement une victime, mais qu'elle parlait au nom de la machine. En février 1890, survint un nouveau drame. Un ouvrier, Antoine Giraud, fut retrouvé écrasé sous un tronc. Pourtant, l'examen du corps montra quelque chose d'étrange. La poitrine n'était pas seulement broyée par le poids, elle portait aussi une entaille nette, horizontale, comme tracée par une lame. Impossible, selon le médecin, car le tronc seul ne pouvait produire une telle coupure. Le rapport médical, conservé aux archives départementales, conclut prudemment. Décès accidentel par écrasement, avec blessure concomitante dont l'origine mécanique reste indéterminée. Mais dans le village, on n'avait plus aucun doute. La scie avait pris sa 3e victime. Louis, de plus en plus instable, se mit à parler seul dans la scierie. Des ouvriers l'entendirent dire « Tu la veux, tu l'auras. Mais pas moi, pas moi. » Une fois, il sortit couvert de sueur et de sang séché, comme s'il s'était battu contre la machine elle-même. Élise, calme, se contenta de le regarder, sans un mot. Puis, un soir de mars, Louis disparut. On ne le revit jamais. Certains dirent qu'il avait fui à Lyon pour échapper à ses dettes. D'autres jurèrent avoir entendu, cette nuit-là, un hurlement monstrueux venu de la Syrie, suivi d'un bruit de lame qui se brise. Le lendemain, Élise apparut au village, vêtue de noir, et annonça simplement « Monsieur Morel est parti. Désormais, c'est moi qui dirige. » Personne n'osa la contredire. Mais beaucoup affirmèrent avoir vu, dans ses yeux, un éclat inquiétant, ni tristesse, ni soulagement. Plutôt l'assurance de quelqu'un qui avait conclu un pacte. Le printemps 1890 ne ramena ni lumière ni réconfort. La vallée vivait sous l'ombre de la Syrie, devenue plus silencieuse mais non moins inquiétante. Depuis la disparition de Louis, Élise dirigeait l'affaire d'une main ferme. Elle ne criait pas comme son mari, ne frappait personne, mais son autorité glacée semblait plus redoutable encore. Chaque matin, elle parcourait les ateliers vêtus de noir,
notant tout dans un carnet à la couverture de cuir. Les ouvriers, qui la surnommaient désormais la veuve de fer, baissaient la tête à son passage. Certains disaient que ses yeux semblaient mesurer la force de chaque homme comme on mesure la solidité d'une poutre. C'est à cette époque qu'un nouvel acteur entra en scène, le père Adrien Vanel, prieur de l'église voisine. Homme austère, la quarantaine, il avait vu trop de cercueils défiler ces derniers mois pour se taire davantage. Il alla trouver Élise, un soir de mai, dans son bureau encombré de registres. « Madame Morel, dit-il, les morts se multiplient. La rumeur enfle. Si vous persistez, la Syrie entraînera la damnation de cette vallée. » Élise releva la tête, son visage impassible. « Père Adrien, ce n'est pas la Syrie qui tue. Ce sont les hommes faibles, distraits, incapables de respecter l'ordre des choses. La machine, elle, ne fait que répondre à leur imprudence. » Le prieur pâlit. « Vous parlez comme si cette lame avait une volonté propre. Peut-être qu'elle en a une. Et peut-être que nous devons l'honorer. » Cette réponse, notée par Adrien dans son cahier paroissial, glaça ceux qui la lurent plus tard. Carnet paroissial, 3 mai 1890. Élise Morel-Croix, ou fin de croire, que la scie possède une âme. Elle se pose en prêtresse plus qu'en veuve. J'ai perçu dans son regard l'ombre d'un fanatisme. Peu après, Adrien sollicita l'aide d'un ancien notaire, maître Colin, chargé autrefois de légaliser les transactions de la Syrie. Ensemble, ils décidèrent d'examiner les registres de transport et de paye. Ce fut là qu'ils découvrirent la première fissure. Parmi les registres jaunis, un cahier dissimulé au fond d'une armoire attira leur attention. Relié grossièrement, taché d'encre et de vin, il contenait des annotations codées. Après plusieurs nuits à déchiffrer, Colin parvint à établir un lien. Chaque fois qu'un ouvrier mourait, une livraison exceptionnelle de bois était expédiée à Lyon, mais ces grumes n'étaient jamais inscrites dans le registre officiel. Adrien, horrifié, formula l'hypothèse la plus sombre. Ces cargaisons, maître Colin. Et si ce n'était pas que du bois? Le notaire, d'ordinaire sceptique, resta muet. Mais il nota soigneusement chaque incohérence. Note de maître Colin, 21 juin 1890. 3 décès correspondent à 3 expéditions. Le poids déclaré des cargaisons ne correspond pas à la masse du bois habituel. Une fraude est certaine. La nature de cette fraude, je n'ose l'écrire. Pendant ce temps, au village, les veuves des ouvriers commençaient à murmurer entre elles. Certaines affirmaient que les cercueils avaient été scellés trop vite, sans vérification du corps. Une rumeur atroce circula. Les morts n'avaient peut-être pas tous été enterrés. Un soir, alors que le prieur Adrien organisait une veillée de prière pour Antoine Giraud, l'ouvrier écrasé par le tronc, un vieil homme interrompit l'office. « Je l'ai vu, moi. On a chargé quelque chose dans la charrette, cette nuit-là. Ce n'était pas du bois, c'était trop lourd, trop raide. » Le silence tomba dans l'église. Adrien sut qu'il tenait là un témoin, mais la peur du village entier l'empêcha de l'exposer davantage. Élise, informée de ses soupçons, réagit froidement. Elle fit convoquer les ouvriers et leur annonça. Dorénavant, nul ne devra pénétrer dans l'atelier après la tombée de la nuit. Ceux qui désobéiront seront licenciés. Cette mesure ne fit qu'attiser les soupçons. À l'automne 1890, une tempête violente renversa une partie des piles de bois stockées près de la rivière. Parmi les troncs éclatés, un enfant trouva une chose qui fit frissonner tout le village. Un morceau de tissu noirci, incrusté dans l'écorce, comme si le tronc avait avalé un vêtement. Adrien récupéra la pièce et la compara aux habits portés par Augustin Roche. Le clerc disparut. Les villageois comprirent enfin ce que signifiaient les registres falsifiés. La Syrie n'était pas seulement un lieu de travail. C'était devenu un tombeau. L'hiver 1890 s'annonçait rude. La neige recouvrait les montagnes du Dauphiné, étouffant les bruits de la Syrie. Pourtant, à l'intérieur des murs de pierre, les machines continuaient de tourner, implacables. Élise Morel, plus froide que jamais, observait ses ouvriers comme on observe des pièces interchangeables. Mais les murmures du village avaient enflé. Le prieur Adrien et maître Colin, le notaire, avaient rassemblé suffisamment de documents pour alerter la justice. Inventaire contradictoire, registre secret, témoignages de femmes endeuillées, tout formait un dossier volumineux. Le 12 janvier 1891,
Ils présentèrent ces preuves au tribunal de Grenoble. La salle, glaciale, résonnait du craquement des bancs en bois. Élise entra, vêtue de manteau noir à col de fourrure, le visage impassible. À ses côtés, 2 avocats de renom, payés à prix d'or. Le procureur ouvrit le dossier. « Madame Morel, il existe des preuves de falsification comptable, de fraude sur les cargaisons de bois et de dissimulation de décès. Certains registres suggèrent que les corps des ouvriers auraient été transportés hors du village sans déclaration officielle. Comment expliquez-vous cela ?» Élise répondit avec une assurance glaçante. « Messieurs, je dirige une scierie, pas un cimetière. Les morts sont des accidents, douloureux mais inévitables. Quant au registre, il est normal d'avoir des doubles. Les chiffres ne mentent pas, ils reflètent seulement la dureté de notre métier. » Un murmure parcourut la salle. Le juge, un homme maigre aux lunettes cerclées d'acier, leva un sourcil. C'est alors que maître Colin présenta une pièce accablante, le fragment de tissu noirci retrouvé dans les troncs, identifié par la veuve d'Augustin Roche. Il le posa devant Élise. « Reconnaissez-vous ce vêtement ?» Elle jeta un coup d'œil, sans ciller. Du tissu. Rien de plus. Mais le témoin surgit alors. Une femme en deuil, Madame Roche, se leva, ses mains tremblantes. « C'est la chemise de mon fils. Je l'ai cousue moi-même, avec ce point unique sur la manche. Vous ne pouvez nier. » Les pleurs éclatèrent dans la salle. Élise resta de marbre. Adrien, prenant la parole, brandit son carnet. « J'ai noté vos paroles, Madame Morel. Vous disiez que la scie devait être honorée, comme une divinité. Est-ce donc là votre justification? Sacrifier des vies au nom du progrès? » Un silence pesant s'abattit. Élise inspira lentement, puis déclara. « La scie n'est pas une divinité, mais elle est la loi. Et celui qui refuse de se soumettre à la loi du travail est condamné d'avance. » Ces mots, consignés par le greffier, firent frissonner même les juges. Le procès se poursuivit 3 jours. Les preuves s'accumulaient. Registres falsifiés. Cargaisons trop lourdes. Témoignages de veuves et d'ouvriers survivants. Absence de certificat de décès pour 3 disparus. Pourtant, les avocats d'Élise répliquaient habilement. Ils évoquaient la dureté du métier, l'hostilité de la montagne, les jalousies du village. « Ce n'est pas un crime, disait-il, c'est la vie. » Le dernier jour, le procureur annonça vouloir exhumer le corps de Louis Morel, l'époux d'Élise, afin de vérifier s'il avait bien été inhumé. La salle se figea. Élise pâlit pour la première fois. « C'est inutile, » cria-t-elle, sa voix éclatant comme une lame. « Mon mari est mort d'un accident, tout le monde le sait. Vous salissez sa mémoire. » Mais le juge ordonna l'exhumation. Une semaine plus tard, lorsque le cercueil fut ouvert sous les yeux d'experts, il révéla une vérité terrifiante. Il était presque vide. À la place d'un corps complet, seulement quelques ossements mal disposés et un tronc de bois taillé grossièrement pour donner du volume. Le rapport médical fut implacable. Le cercueil de Louis Morel n'a pas contenu un corps entier. Les ossements sont incomplets, certains brûlés. Hypothèse forte d'une dissimulation. Le scandale éclata. Les journaux de Grenoble publièrent l'affaire « La scierie des morts », titra l'un d'eux. Élise, mise en accusation pour homicide, fraude et dissimulation de cadavres, fut renvoyée en détention provisoire en attendant le verdict. Mais même enfermée, son regard de glace semblait défier tout le monde. Adrien écrivit dans son journal, le soir même, « Nous avons soulevé le voile. Mais je crains que le prix à payer ne soit encore plus lourd. Car cette femme n'est pas seulement une criminelle. Elle est l'incarnation d'un système où l'homme vaut moins que le bois qu'il abat. » Grenoble, février 1891. La neige n'avait pas fondu, mais le scandale avait enflammé toute la région. Chaque matin, les journaux s'arrachaient l'histoire de la scierie Morel. La veuve noire du Dauphiné, titrait Le Petit Dauphinois. Marie enterrée dans le bois, les noces de la scie et du sang, écrivait Le Figaro. Les gravures publiées représentaient Élise, silhouette sombre au-dessus d'une scie gigantesque, ses yeux semblants couper la foule comme des lames. Au village, les habitants se déchiraient. Certains crachaient par terre en passant devant la maison Morel, d'autres disaient encore
Elle nous a donné du travail. Sans elle, nous serions morts de faim. Mais la majorité murmurait des prières à chaque fois qu'ils entendaient le cri de la scie, comme si la machine elle-même s'était changée en démon. Pendant ce temps, Élise, enfermée dans sa cellule glaciale de Grenoble, recevait des visites régulières de ses avocats. Elle restait calme, presque majestueuse, assise sur sa paillasse comme sur un trône. « Madame, la presse vous peint comme une sorcière. Nous devons travailler votre image, montrer que vous êtes une femme forte, victime de la malchance, pas une criminelle. » Élise esquissa un sourire. « Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Tant que mon nom résonne, je ne suis pas morte. » Mais à la scierie, le climat s'assombrissait encore. Des ouvriers racontaient aux journalistes des histoires jusque là-dessus. Le jeune Pierre tombé dans la scie, dont les restes avaient été brûlés par ordre. Des convois nocturnes transportant du bois, ou autre chose, enveloppés dans des bâches goudronnées. Des prières étranges que la maîtresse de maison murmurait parfois devant les machines, la main posée sur la lame comme sur un autel. Les journaux transformaient ces témoignages en feuilletons. Chaque semaine, une nouvelle révélation alimentait la curiosité morbide du public. Adrien, le prieur, se sentait déchiré. Lui qui avait voulu dénoncer une injustice voyait maintenant la vérité devenir spectacle. Dans son journal, il écrivit « La presse dévore cette histoire comme un corbeau un cadavre. Mais ce n'est pas un jeu. Les morts méritent silence et paix, non pas ces gravures grotesques qui nourrissent la peur. » Pourtant, son rôle s'intensifia. Les journalistes venaient frapper à sa porte, lui demandant de lire ses carnets, de citer ses sermons contre Élise. Il refusait, mais certains commençaient à inventer ses paroles. Mars 1891. L'affaire dépassa bientôt les frontières. Des journaux parisiens et même étrangers parlaient désormais de « la Syrie des disparus ». À Londres, un hebdomadaire illustrait Élise comme une reine sanglante trônant sur un tas de planches imbibées de rouge. Plus la légende grandissait, plus le village se vidait. Les ouvriers quittaient la région, effrayés d'être associés à la Syrie. Les forêts voisines restaient silencieuses, comme si même les oiseaux fuyaient ce lieu. Puis, un soir, un journaliste lyonnais, Jules Darieux, fit une découverte qui fit basculer l'enquête. En fouillant les archives de transport du Rhône, il tomba sur des cargaisons expédiées au nom de la Syrie Morel, des bateaux chargés de grumes beaucoup plus lourdes que prévu. Il écrivit dans son article « Certains troncs auraient pu contenir autre chose que du bois. L'hypothèse la plus terrifiante est celle d'un trafic de cadavres dissimulé dans la marchandise. » La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Au tribunal, Maître Collin confirma qu'il avait lui-même constaté le poids étrange des grumes. Adrien, lui, se souvenait de la sensation oppressante lorsqu'il avait touché l'un de ces troncs noircis, comme si le bois avait absorbé une âme. La presse baptisa alors l'affaire « les cercueils de sapin ». Élise fut de nouveau convoquée devant le juge. Cette fois, la salle était pleine à craquer, débordant de journalistes, de curieux et de familles en deuil. Quand elle entra, menottée, des cris s'élevèrent. « Tueuse! Sorcière! Rendez-nous nos fils! » Mais Élise, droite, lança à la foule. « Vous avez besoin d'un monstre? Me voici. Mais sachez-le, sans moi, vos maisons seraient sans toit, vos tables sans pain. Vous m'insultez, mais vous vivez de mon bois. » Un silence glacial suivit. Même le juge parut vaciller. Adrien nota dans son carnet. Elle se nourrit de la haine. Plus la foule la condamne, plus elle semble se grandir. Comme si son procès n'était pas celui d'une criminelle, mais celui d'un monde entier bâti sur le sang des pauvres. Grenoble, avril 1891. Le printemps aurait dû ramener la lumière, mais la vallée du Grésivaudan restait noyée dans une brume épaisse. Les sapins, d'ordinaire si verts, semblaient noircis, comme si la terre elle-même absorbait le scandale. Sur ordre du juge, on décida d'explorer les terrains entourant la Syrie Morel. Des gendarmes, des ouvriers réquisitionnés et même des volontaires creusèrent la terre gelée. Les pioches résonnaient, les bêches mordaient la boue, et bientôt, les premières découvertes apparurent. À quelques mètres seulement du canal qui alimentait la roue de la scie, on déterra un coffre en bois lourdement scellé. Quand on l'ouvrit, l'odeur emplit l'air, mélange de résine et de chair corrompue. À l'intérieur, des os brisés,
mêlés à des copeaux. Un silence glacial tomba sur l'assemblée. Un gendarme se signa. Un autre vomit dans la rivière. « Ce n'est pas une scierie, c'est un cimetière », souffla maître Colin. Mais ce n'était que le début. En 2 semaines, on retrouva cette caisse semblable, toute dissimulée dans les profondeurs de la terre ou noyée dans les graviers du torrent. Chaque caisse contenait les restes de plusieurs personnes, parfois si mêlées qu'on ne pouvait les distinguer. Les journaux s'emparèrent aussitôt de ces révélations. Le Petit Dauphinois publia une gravure monstrueuse, une scie gigantesque, d'où coulaient des racines noires qui emprisonnaient des squelettes. Le titre hurlait « La forêt des morts, le secret de la scierie Morel ». À Paris, des foules se pressaient devant les kiosques pour lire la suite de « L'affaire Élise ». On disait qu'aucune histoire depuis Landru n'avait autant glacé le sang. Dans sa cellule, Élise apprit les nouvelles par ses avocats. Elle les accueillit avec un calme troublant. « Alors ils ont enfin trouvé mes racines », dit-elle doucement, presque avec fierté. « Madame, comprenez-vous que chaque caisse retrouvée vous rapproche de la guillotine ?» protesta son défenseur. Elle éclata d'un rire sec. « La guillotine? Qu'elle vienne. Mais sachez-le, maître, chaque planche, chaque poutre de cette région a bu le sang de mes sacrifices. Même si l'on brûlait tout, la mémoire resterait dans le bois. » Adrien, de son côté, fut appelé à assister aux fouilles comme témoin moral. En voyant les caisses alignées près du torrent, il crut entendre un murmure, un chœur de voix, faible, étouffé, montant de la terre. Il écrivit dans son carnet. Ces morts ne sont pas seulement des victimes. Ils semblent liés à Élise par un pacte invisible, comme si la scierie n'était qu'un temple, et elle, sa prêtresse. Les familles endeuillées commencèrent à affluer. Des veuves, des orphelins, des parents au visage ravagé vinrent reconnaître des fragments. Une dent en or, un morceau de vêtement, une bague déformée. Chaque identification nourrissait la colère de la foule. Les cris résonnaient devant le tribunal. « À mort! Rendez-nous nos fils! » Pas de procès, la guillotine. En secret, certains commençaient à craindre autre chose, que la colère populaire se transforme en émeute. Le préfet de l'Isère fit renforcer la surveillance autour de la prison de Grenoble. Mais un événement imprévu bouleversa encore l'affaire. Un vieil ouvrier de la scierie, malade, sur son lit de mort, appela un prêtre et confessa. « J'ai aidé madame Morel à porter les caisses. Je croyais que c'était du bois, mais j'ai entendu des coups de l'intérieur, comme si certains étaient encore vivants. » Le prieur Adrien blêmit en entendant ce témoignage. Si c'était vrai, Élise n'avait pas seulement tué, elle avait enterré vif. Cette déclaration fut publiée dès le lendemain dans le Petit Journal, qui titra « Enterré vivant, l'horreur au-delà de la scie ». Au village, la peur prit une autre forme. Des rumeurs circulaient que les forêts étaient maudites. Des chasseurs affirmaient avoir vu des silhouettes errer entre les sapins, des ombres au visage sans yeux. On disait que la scierie résonnait encore de coups, alors qu'elle était scellée par les gendarmes. Adrien, une nuit, osa s'approcher de la scierie déserte. Il posa la main sur la porte close et sentit la vibration de la scie, comme un cœur battant sous le bois. Il écrivit ensuite. La scie chante encore, et son chant n'est pas mécanique. C'est une plainte. Si Élise devait mourir demain, je crois que la machine continuerait de tourner seule. Grenoble, juin 1891. Le palais de justice, habituellement austère et froid, s'était transformé en arène. Des centaines de personnes s'étaient pressées aux abords de la salle d'audience, certaines venues de Lyon, d'autres de Paris, pour voir de leurs propres yeux la femme que les journaux appelaient désormais la mariée rouge. La gendarmerie avait érigé des barrières, mais la foule grondait. Qu'on la pende. La scie doit la dévorer comme elle a dévoré nos fils. Justice. À l'intérieur, l'atmosphère était plus glaciale encore. Élise Morel entra, vêtue d'une simple robe noire, mais elle portait un voile de dentelle sombre, comme une veuve lors de funérailles. Ce détail fit frissonner les journalistes. Certains y virent un défi, d'autres une provocation. Elle s'assit, droite, le regard tourné vers les juges, puis balaya du regard la salle bondée. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Adrien, présent parmi les témoins, elle esquissa un sourire presque imperceptible. Les débats commencèrent. On appela les familles, une à une, pour témoigner.
Les voix tremblaient, les larmes coulaient, et chaque nom prononcé pesait comme une pierre tombale. Madame Fournier, dont le mari avait disparu en 1887, montra une alliance tordue retrouvée dans une caisse. C'est lui. J'en suis sûr. Vous comprenez, messieurs, j'ai attendu 4 ans. 4 ans de silence. Et voilà ce qu'il me reste. Le tribunal resta figé, mais Élise, elle, pencha la tête et murmura. Le silence est plus doux que leurs cris. Ces mots, pourtant dits à voix basse, furent rapportés aussitôt par les journalistes assis tout près. Le soir même, le petit Dauphinois titra. Elle ose préférer la mort aux vivants. Le moment le plus terrible survint lorsque le vieil ouvrier, celui qui avait parlé sur son lit d'agonie, fut amené malgré sa faiblesse. On l'installa sur une chaise, couvert d'une couverture grise. Sa voix était rauque, mais ses paroles frappaient comme des marteaux. J'ai porté les caisses. J'ai entendu taper de l'intérieur. J'ai voulu prévenir, mais Madame Morel m'a fixé et m'a dit « Ce n'est que le bois qui pleure ». La salle entière frémit. Adrien sentit sa gorge se nouer. Élise, elle, éclata d'un rire bref et métallique. Oui, le bois pleure. Mais il pleure pour moi. Le président du tribunal tenta de rétablir l'ordre, mais c'était peine perdue. Chaque déclaration rallumait la fureur de la foule massée dehors. On entendait à travers les murs les cris des manifestants. À l'assis! À l'assis! Adrien fut finalement appelé à la barre. Il se leva, son carnet serré contre lui, et déclara d'une voix tremblante. « J'ai vu de mes yeux les caisses exhumées. J'ai entendu les veuves. Mais je dois dire aussi ceci, Madame Morel a transformé son domaine en sanctuaire. Elle croyait offrir des sacrifices. Elle parlait d'un mariage entre le bois et le sang. Je ne crois pas qu'elle tue par appât du gain seulement. C'était une liturgie. » Le procureur bondit. « Monsieur le prieur, vous êtes ici pour témoigner des faits, non pour poétiser l'horreur. » Adrien soutint son regard. « Ce n'est pas de la poésie. C'est la vérité. » Dans ses notes, retrouvées plus tard, Adrien résuma cette journée. Élise n'est pas simplement criminelle. Elle se voit comme une mariée, unie à la scie par un contrat invisible. Les juges veulent la condamner, mais elle veut être célébrée. Chaque témoignage n'est pour elle qu'une marche vers son autel. Le procès prit alors des allures de théâtre. Élise répondait aux questions avec ironie, parfois même avec tendresse. Quand on lui demanda pourquoi elle avait choisi ses victimes, elle sourit. Pourquoi choisir? Le bois ne choisit pas. Il prend ce qu'on lui offre. Quand on l'accusa de sadisme, elle secoua la tête. Non, messieurs, je n'ai jamais aimé la souffrance. Mais j'aimais le silence qui venait après. Ces paroles, rapportées mot pour mot, firent trembler la France entière. La presse s'enflamma. Chaque journal rivalisait de titres plus sombres. La mariée rouge face à ses juges. La scie réclame son dernier festin. Le rire d'Élise glace la salle. À Paris, des écrivains commencèrent déjà à s'inspirer de l'affaire pour des feuilletons macabres. La journée se termina dans un tumulte indescriptible. Le juge annonça que le verdict serait rendu après plusieurs séances supplémentaires. Mais pour beaucoup, la sentence était déjà écrite. Élise devait mourir. Pourtant, Adrien, en quittant la salle, sentit naître une angoisse plus profonde. Il écrivit dans son carnet, cette fois d'une écriture agitée. « Je crains que la guillotine ne suffise pas. Elle est trop calme, trop préparée, comme si elle attendait ce moment pour achever ses noces. Et si sa mort n'était qu'un début? » Grenoble, juin 1891. Le palais de justice, habituellement austère et froid, s'était transformé en arène. Des centaines de personnes s'étaient pressées aux abords de la salle d'audience, certaines venues de Lyon, d'autres de Paris, pour voir de leurs propres yeux la femme que les journaux appelaient désormais la mariée rouge. La gendarmerie avait érigé des barrières, mais la foule grondait. Qu'on la pende. La scie doit la dévorer comme elle a dévoré nos fils. Justice. À l'intérieur, l'atmosphère était plus glaciale encore. Élise Morel entra, vêtue d'une simple robe noire, mais elle portait un voile de dentelle sombre, comme une veuve lors de funérailles. Ce détail fit frissonner les journalistes.
Certains y virent un défi, d'autres une provocation. Elle s'assit, droite, le regard tourné vers les juges, puis balaya du regard la salle bondée. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Adrien, présent parmi les témoins, elle esquissa un sourire presque imperceptible. Les débats commencèrent. On appela les familles, une à une, pour témoigner. Les voix tremblaient, les larmes coulaient, et chaque nom prononcé pesait comme une pierre tombale. Madame Fournier, dont le mari avait disparu en 1887, montra une alliance tordue retrouvée dans une caisse. C'est lui. J'en suis sûr. Vous comprenez, messieurs, j'ai attendu 4 ans. 4 ans de silence. Et voilà ce qu'il me reste. Le tribunal resta figé, mais Élise, elle, pencha la tête et murmura. Le silence est plus doux que leurs cris. Ces mots, pourtant dits à voix basse, furent rapportés aussitôt par les journalistes assis tout près. Le soir même, le petit Dauphinois titra. Elle ose préférer la mort au vivant. Le moment le plus terrible survint lorsque le vieil ouvrier, celui qui avait parlé sur son lit d'agonie, fut amené malgré sa faiblesse. On l'installa sur une chaise, couvert d'une couverture grise. Sa voix était rauque, mais ses paroles frappaient comme des marteaux. J'ai porté les caisses. J'ai entendu taper de l'intérieur. J'ai voulu prévenir, mais Madame Morel m'a fixé et m'a dit « Ce n'est que le bois qui pleure ». La salle entière frémit. Adrien sentit sa gorge se nouer. Élise, elle, éclata d'un rire bref et métallique. Oui, le bois pleure. Mais il pleure pour moi. Le président du tribunal tenta de rétablir l'ordre, mais c'était peine perdue. Chaque déclaration rallumait la fureur de la foule massée dehors. On entendait à travers les murs les cris des manifestants. À l'assis! À l'assis! Adrien fut finalement appelé à la barre. Il se leva, son carnet serré contre lui, et déclara d'une voix tremblante. « J'ai vu de mes yeux les caisses exhumées. J'ai entendu les veuves. Mais je dois dire aussi ceci, Madame Morel a transformé son domaine en sanctuaire. Elle croyait offrir des sacrifices. Elle parlait d'un mariage entre le bois et le sang. Je ne crois pas qu'elle tue par appât du gain seulement. C'était une liturgie. » Le procureur bondit. « Monsieur le prieur, vous êtes ici pour témoigner des faits, non pour poétiser l'horreur. » Adrien soutint son regard. « Ce n'est pas de la poésie. C'est la vérité. » Dans ses notes, retrouvées plus tard, Adrien résuma cette journée. Élise n'est pas simplement criminelle. Elle se voit comme une mariée, unie à la scie par un contrat invisible. Les juges veulent la condamner, mais elle veut être célébrée. Chaque témoignage n'est pour elle qu'une marche vers son autel. Le procès prit alors des allures de théâtre. Élise répondait aux questions avec ironie, parfois même avec tendresse. Quand on lui demanda pourquoi elle avait choisi ses victimes, elle sourit. Pourquoi choisir? Le bois ne choisit pas. Il prend ce qu'on lui offre. Quand on l'accusa de sadisme, elle secoua la tête. Non, messieurs. Je n'ai jamais aimé la souffrance. Mais j'aimais le silence qui venait après. Ces paroles, rapportées mot pour mot, firent trembler la France entière. La presse s'enflamma. Chaque journal rivalisait de titres plus sombres. La mariée rouge face à ses juges. La scie réclame son dernier festin. Le rire d'Élise glace la salle. À Paris, des écrivains commencèrent déjà à s'inspirer de l'affaire pour des feuilletons macabres. La journée se termina dans un tumulte indescriptible. Le juge annonça que le verdict serait rendu après plusieurs séances supplémentaires. Mais pour beaucoup, la sentence était déjà écrite. Élise devait mourir. Pourtant, Adrien, en quittant la salle, sentit naître une angoisse plus profonde. Il écrivit dans son carnet, cette fois d'une écriture agitée. « Je crains que la guillotine ne suffise pas. Elle est trop calme, trop préparée, comme si elle attendait ce moment pour achever ses noces. Et si sa mort n'était qu'un début ?»